Professeur de chimie à l'université de Genève, Chaim Weizmann est d'origine juive russe. Il vient de fonder son propre parti, Fraction démocratique, pour agir non pas en Suisse, mais au sein du sionisme dont il devient l'un des leaders mondiaux. Il part alors enseigner à Manchester et devient sujet britannique. À la déclaration de guerre, il invente un nouveau procédé de fabrication d'acétone. Bingo, sans acétone, pas de cordite, et sans cordite, pas de balles ni d'obus. Weizmann abandonne l'essentiel de ses royalties à sa nouvelle patrie. En échange, Lloyd George, Premier ministre, le charge de rédiger une motion qui va révolutionner le monde. Signé par Lord Balfour, le Royaume-Uni s'y déclare favorable au regroupement des Juifs en Palestine, dans le respect des autres religions musulmanes et chrétiennes. Les services allemands délaissent de leur côté le soutien au djihad pour appuyer le sionisme. Pas question de laisser les Juifs allemands céder aux appels des sirènes britanniques. La Palestine enregistre chaque année l'afflux de milliers de familles juives au milieu d'Arabes pas vraiment ravis, à qui on ne demande pas leur avis. Mais certains s'en préoccupent. Prima donna des services britanniques au Moyen-Orient, Lady Gertrude Bell a un point commun avec Chaim Weizmann. Isaac Bell, son grand-père juif, a fait une fortune colossale dans la chimie. Et lorsque le numéro 2 du sionisme mondial débarque au Proche-Orient, elle le met en rapport avec son vieil ami, le nouveau roi des Arabes, Faisal el-Hachem, que la France ne souhaite pas voir monter sur le trône de Damas. La Syrie doit entrer dans l'orbite française et Faisal est bien trop proche des Britanniques. La France, qui recule déjà en Turquie, ne veut pas reculer partout. En plus, Londres prévoit un statut spécial pour la Palestine, favorisant le sionisme, tandis que les milieux juifs français républicains sont alors majoritairement hostiles au sionisme. Ils prônent l'intégration des juifs dans leur pays de résidence. Faisal et Weizmann concluent alors un pacte. Le mouvement sioniste militera contre les accords Sykes-Picot pour une grande Syrie intégrant Liban, Palestine et Jordanie. En échange, Faisal s'engage à protéger les Juifs en leur offrant un abri sûr en Palestine. L'apport de nouveaux habitants, mieux formés et financés, doit booster le développement arabe. Les deux leaders se rendent alors à Versailles où piétinent les négociations d'une paix compliquée. Le président démocrate américain Woodrow Wilson veut remplacer les guerres par un mécanisme de règlement des conflits, une sorte de tribunal pour État sur une idée du franc-maçon français Léon Bourgeois qui s'appellera Société des Nations. Hélas, à Washington, le Congrès, dominé par les républicains très isolationnistes, interdit aux États-Unis d'intégrer la SDN, qui se crée malgré tout à Genève, bancale, dès sa fondation. Washington y délègue tout de même un observateur, Allen Dulles, futur patron de la CIA, qui siège à la commission du désarmement. Paris, en position de force, en profite pour imposer ses vues à l'Allemagne, condamnée à payer des dommages de guerre exorbitants. En guise de main tendue, Berlin est poussé à la revanche. Idem en Syrie, où la France maintient son opposition au couronnement de Faisal, réduisant à néant l'espoir d'une union judéo-arabe. Pour consoler son ami Faisal, Lady Bell obtient de Londres qu'il soit installé sur le trône d'Irak. Pour ne pas que la couronne aille aux chiites, ce qui finirait en théocratie, explique-t-elle. Du coup, la majorité chiite se révolte contre l'arrivée d'un sunnite, et Londres doit faire donner la troupe. Abdallah el-Hachem, jeune frère de Faisal, est nommé émir de Transjordanie, tandis que l'aîné, Ali, devient shérif de la Mecque, fonction familiale depuis 5 siècles. Mais si les Hachémites montent sur les trônes arabes, la mainmise anglo-française, chrétienne, remplace celle des Turcs qui, eux, au moins, étaient musulmans. Atatürk est appelé à l'aide, mais refuse d'intervenir hors de Turquie. En échange de quoi les Occidentaux lui offrent le traité de Lausanne. Le sentiment arabe
d'avoir été floué par les Anglo-Français réveille les ambitions personnelles et stimule la haine du nouveau pouvoir colonial. Islamiste et antisémite, issu d'une famille palestinienne proche du pouvoir ottoman, Amin al-Husseini rompt avec les Hachémites. Soucieux de ménager la chèvre et le chou, les Britanniques le nomment cependant grand moufti de Jérusalem. Il va devenir leur pire ennemi, allant jusqu'à faire assassiner le roi Abdallah, symbole de l'alliance des modernistes avec le pouvoir colonial. Même sanction dans le désert d'Arabie, où la famille Saoud se rebelle contre le shérif de la Mecque, Ali, le frère aîné, et fonde l'Arabie saoudite, avec le soutien actif de St. John Philby, l'ancien espion britannique converti à l'islam et devenu l'agent des Américains et de la toute-puissante Aramco.